Comme on le dit si bien, tous les chemins mènent à Rome. On peut donc dire toutes les pistes mènent au think tank privé américain, Council on Foreign Relations, en abrégé CFR, en ce qui concerne les commanditaires de l'OTAN. Le fait que le CFR et son réseau mondial concentrent un pouvoir sans précédent ne permet qu'une seule conclusion. L'OTAN doit être considérée comme l'un de ses instruments pour faire progresser les objectifs globaux du CFR jusqu'à un gouvernement mondial centralisé. La prétendue garantie de la paix ne sert ici qu'à légitimer leur existence et leurs opérations, au service du CFR. Premièrement, l'OTAN alimente tout le bellicisme, que ce soit par la propagande, les menaces comme l'élargissement de l'OTAN à l'Est ou le réarmement réel, etc. En Europe, la possibilité d'une guerre est plus présente que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, l'OTAN, avec tout le bellicisme jusqu'à l'hystérie guerrière, sert de diversion bienvenue pour faire avancer les véritables objectifs des stratèges du CFR, à savoir la mise en place des piliers d'un gouvernement mondial centralisé. Le 4 avril 1949, il y a donc un peu plus de 75 ans, l'OTAN a été créée en tant qu'alliance défensive contre l'Union soviétique de l'époque et le pacte de Varsovie. OTAN signifie Organisation du traité de l'Atlantique Nord, également appelée Alliance Atlantique ou Traité de Washington. L'OTAN compte aujourd'hui 32 États membres européens et nord-américains. Le principe le plus important de l'Alliance est la clause dite d'assistance mutuelle de l'article 5 du traité de l'OTAN. Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre elles toutes. L'article 5 de l'OTAN stipule donc que si un membre de l'OTAN est attaqué, c'est de facto toute l'OTAN qui est attaquée. Le Conseil de l'OTAN constate le cas d'alliance qui n'a été déclaré qu'une seule fois jusqu'à présent, après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Dans le grand public, on peut le lire sur le site web du gouvernement fédéral allemand, l'OTAN est présentée comme l'alliance la plus réussie du monde en matière de politique de sécurité. Depuis 75 ans, elle garantit la sécurité de l'Europe. Un peu plus de 2 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 67% de la population allemande estime que la paix et la sécurité en Europe sont actuellement très fortement ou fortement menacées, selon un sondage téléphonique réalisé par la chaîne ARD le 4 avril 2024. 82% des personnes considèrent que l'OTAN est importante pour garantir la paix en Europe. La question de savoir dans quelle mesure l'OTAN assure la paix en Europe divise les esprits et préoccupe plus que jamais la population. Ce documentaire se penche précisément sur cette question et jette un coup d'œil dans les coulisses de l'OTAN. Premièrement, l'OTAN a-t-elle assuré la paix dans le passé? Les principales opérations de l'OTAN. Operation Allied Force dans l'ex-République fédérale de Yougoslavie du 24 mars au 10 juin 1999. L'opération Allied Force était le nom de code d'une opération militaire de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie. Les quelques 200 avions de combat engagés ont largué 28 018 engins explosifs, y compris des bombes à fragmentation et 10 à 15 tonnes de munitions enrobées d'uranium. Il n'y avait ni mandat de l'ONU, ni déclenchement du cas d'alliance. L'OTAN a justifié les frappes aériennes par une prétendue catastrophe humanitaire. Cependant, selon plusieurs rapports, y compris ceux de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, il n'y a pas eu de catastrophe humanitaire ni de nettoyage ethnique avant le début de la guerre. Cependant, après le début de la guerre, il y a eu 10 000 soldats et policiers morts, entre 489 et 528 morts civils, selon Human Rights Watch. 1200 à 2500 civils tués selon les estimations yougoslaves. Des effets dévastateurs à long terme, tels que des fausses couches et des maladies graves dues aux munitions à l'uranium. Selon les estimations, 125 000 personnes sont mortes des effets à long terme. Le taux de mortalité en Yougoslavie ou en Serbie a augmenté de 2,5% année après année. Sans oublier la destruction des infrastructures. 110 hôpitaux, 480 écoles, 19 gares, 60 ponts et des entreprises industrielles.
Operation Enduring Freedom, OIF, en Afghanistan, aux Philippines, en Géorgie, au Kirghizistan, dans la Corne de l'Afrique, en Somalie et au Sahara, du 7 octobre 2001 au 28 décembre 2014. En réaction aux attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement américain a déclaré la dénommée guerre contre le terrorisme international. Le Conseil de l'OTAN a alors décidé de considérer les attentats comme une attaque contre les États-Unis au titre de l'article 5, la clause d'assistance mutuelle du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN n'a laissé en Afghanistan ni paix ni la sécurité. En peu de temps, les talibans avaient pris le contrôle d'une grande partie du pays. Selon l'association Welthungerhilfe, la situation humanitaire est catastrophique. De nombreux observateurs considèrent l'intervention internationale en Afghanistan comme un échec. On estime que l'OTAN et ses alliés ont laissé derrière eux 240 000 morts, rien que 43 000 morts civils jusqu'en 2012. Plus de 3 500 soldats de l'OTAN, dont 59 de l'armée allemande, ont perdu la vie. Opération militaire internationale en Libye du 19 mars au 31 octobre 2011. Le 17 mars 2011, la résolution 1973 des Nations Unies a autorisé les États membres de l'ONU à établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, sous prétexte de protéger la population civile et soutenir les insurgés contre les forces gouvernementales. Le 31 mars 2011, l'OTAN a pris le commandement de l'ensemble de l'opération militaire visant à faire appliquer la résolution 1973 des Nations Unies. Avec 260 avions de combat, l'OTAN a mené un total de 7 587 attaques aériennes. Il en a résulté 50 000 morts civils et 50 000 blessés civils. L'infrastructure économique a été en grande partie détruite et les installations du grand réseau d'eau ont été bombardées. En intervenant en Libye, l'OTAN a tout assuré, sauf la paix. Toutes ces guerres ont un point commun. Les maux infligés par la guerre étaient plus importants que les injustices supposées qu'elle était censée réparer afin d'assurer la paix dans le pays. Cela va à l'encontre du principe du droit international des conflits armés. Et ces guerres ont encore un autre point commun. Elles ont été construites sur des mensonges. Dans son livre « Guerre illégale, comment les pays de l'OTAN sabotent l'ONU », l'historien suisse Daniel Ganzer a démontré comment des guerres illégales sont menées dans le passé et le présent, sans cas d'alliance et sans mandat explicite de l'ONU. Et si les opérations de l'OTAN n'ont en aucun cas assuré la paix dans le passé, comment le feraient-elles dans le présent? Deuxièmement, si les opérations de l'OTAN n'assuraient nullement la paix, était-ce un échec pur ou simple ou un calcul rusé? Qui se cache derrière la création de l'OTAN? Toutes les pistes mènent au think tank privé américain Council on Foreign Relations, en abrégé CFR, en ce qui concerne les commanditaires de l'OTAN. L'avocat américain William Bondi a attribué au groupe d'études du CFR le mérite d'avoir contribué à créer le cadre de pensée qui a conduit au plan Marshall et à l'OTAN. Bondi était analyste à la CIA, le service de renseignement extérieur. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé en Europe en septembre 1939, le département d'État américain a proposé un programme d'analyse et d'études indépendantes. Celui-ci a été confié au groupe d'études du CFR. Le projet, connu sous le nom de War and Peace Studies, devait guider la politique étrangère américaine dans les années de guerre à venir et dans le Nouveau Monde, plein de défis qui allaient émerger par la suite. Allen Welsh Dulles et Hanson W. Baldwin ont dirigé le groupe d'armement des War and Peace Studies, où les idées et les projets fondamentaux de l'OTAN ont été élaborés. Allen Welsh Dulles a été membre du conseil d'administration du CFR de 1927 à 1969 et président de 1946 à 1950. Il a dirigé la CIA de 1953 à 1961. En tant que directeur de la CIA, Dulles a autorisé des assassinats clandestins, notamment de Fidel Castro, de Patrice Lumumba et de Rafael Trujillo. Lumumba a été assassiné par un peloton d'exécution. Auparavant, il avait joué un rôle important pour sortir pacifiquement le Congo de la domination coloniale belge.
Dulles a été responsable des renversements de gouvernement en Iran et au Guatemala. Sous sa direction, la CIA a secrètement soutenu simultanément deux partis rivales en conflit en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Dulles a même fait livrer des armes aux révolutionnaires cubains. Selon le principe divide et impera en français, diviser pour mieux régner. Ce principe désigne une stratégie militaire, politique ou même rhétorique visant à diviser le camp adverse. N'est-il donc pas surprenant que l'OTAN n'assure nullement la paix, puisque son idée de base a été élaborée avec la participation d'un homme, Allen Dulles, qui a du sang sur les mains? Troisièmement, objectif de l'OTAN égale objectif du CFR. Pour comprendre les objectifs sous-jacents ou le but de l'OTAN, il faut comprendre les objectifs du CFR. Pendant des décennies, le CFR a occupé presque tous les postes clés du gouvernement américain, fournissant à chaque administration, qu'elle soit démocrate ou républicaine, plusieurs centaines de hauts fonctionnaires et de conseillers. Parmi les membres du Council on Foreign Relations privé, on trouve entre autres plusieurs présidents américains et vice-présidents des deux partis. Presque tous les ministres américains des Affaires étrangères, de la Défense et des Finances. La plupart des chefs d'état-major et des commandants de l'armée américaine et de l'OTAN. Certains des membres du Congrès les plus influents, notamment en matière de politique étrangère et de sécurité. Presque tous les conseillers en sécurité nationale, les directeurs de la CIA, les ambassadeurs de l'ONU, les présidents de la Banque centrale Fed, les présidents de la Banque mondiale, ainsi que les directeurs du Conseil économique national. Dans son numéro de juillet 2021, le bimensuel The New American résume la situation comme suit. Il s'agissait d'une édition spéciale pour le centenaire du CFR, intitulée « CFR, toujours le pouvoir derrière le trône ». L'histoire du CFR est la chronique d'une guerre séculaire contre la souveraineté nationale et des efforts incessants pour établir un gouvernement mondial tout-puissant que les mondialistes du CFR ont souvent appelé leur nouvel ordre mondial. Le CFR exerce en effet une influence sans précédent dans les milieux politiques, financiers, économiques, médiatiques et universitaires. Il est la face publique, le système nerveux central de ce que les critiques appellent l'État profond, le gouvernement permanent non élu qui a mis notre pays sous sa coupe. L'édition spéciale de juillet 2021 se termine par ces mots, je cite, « L'emprise infernale de l'État profond sur notre nation et sur le monde entier, qui ne sera pas brisée à moins que plus d'Américains et plus de gens dans le monde ne se réveillent, ne révèle le contrôle croissant du CFR et ne s'oppose à son agenda diabolique du nouvel ordre mondial. » Le 17 février 1950, le banquier de Wall Street James P. Warburg, un conseiller de Franklin D. Roosevelt, a déclaré devant une commission du Sénat américain « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela nous plaise ou non, par consentement ou par conquête. » Il était également membre du CFR, tout comme son père, Paul Warburg, connu comme le père du système de la réserve fédérale. Vous verrez dans les chapitres suivants dans quelle mesure l'OTAN joue un rôle clé dans la mise en œuvre de l'agenda du gouvernement mondial centralisé. Quatrièmement, comment est-il possible de présenter des opérations de l'OTAN comme sauvegarde de la paix, la matrice de propagande du CFR? La mise en œuvre réussie de stratégies géopolitiques, en particulier la justification de moyens militaires pour garantir la paix, serait impensable sans l'influence efficace de l'opinion publique. Dans une étude de 22 pages publiée en septembre 2017, Swiss Policy Research présente la matrice de propagande du CFR. Comment le CFR contrôle le flux d'informations géostratégiques. L'étude expose comment le CFR a créé un circuit d'information transatlantique largement fermé, dans lequel presque toutes les sources et références pertinentes sont contrôlées par les membres du Conseil et ses organisations partenaires. Agences de presse. Les agences de presse jouent un rôle particulier dans la matrice d'information. En effet, lors d'événements internationaux, presque tous les textes et images utilisés par les médias du CFR
proviennent de 3 agences de presse mondiales seulement. L'américaine Associated Press, AP, la britannico-canadienne Thomson Reuters et la française Agence France Presse, AFP. Organisations non gouvernementales, ONG et agences de relations publiques. Même sans les organisations non gouvernementales, il serait difficilement concevable de faire accepter à la population en général des opérations militaires. Celles-ci font croire au peuple à une plus grande indépendance et à une plus grande crédibilité. En réalité, les directeurs d'Amnesty International, de Human Rights Watch et de nombreuses autres organisations en apparence humanitaires sont pourtant impliqués dans le CFR depuis des décennies. De nombreux autres sont financés et dirigés par des milliardaires du CFR comme George Soros. Swiss Policy Research écrit que ces ONG interviennent toujours lorsqu'il s'agit de légitimer une intervention militaire sur le plan humanitaire. Cinquièmement, les opérations de l'OTAN peuvent être présentées comme sauvegarde de la paix, car non seulement la matrice de propagande, mais aussi l'OTAN elle-même sont fermement entre les mains du CFR. Swiss Policy Research écrit: Le CFR a maintenu son propre programme de formation des officiers pendant des décennies, de sorte que depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les estimations, environ 75% de tous les militaires américains de haut rang ont été formés par le CFR, y compris presque tous les chefs d'état-major général, les commandants en chef de l'OTAN et les commandants de zone. De cette manière, le Conseil s'est doté d'une force impériale formée à une idéologie, comme on ne le voit généralement que dans les régimes totalitaires. Les traces des secrétaires généraux et des commandants suprêmes alliés en Europe de l'OTAN, en abrégé SACEUR, font également référence au groupe Bilderberg et au CFR. En tant que représentant suprême de l'OTAN, le secrétaire général représente l'organisation auprès du public. Il vient toujours d'Europe. Le SACEUR est toujours un général ou un amiral américain en exercice et exerce le commandement militaire opérationnel suprême. Une partie considérable des secrétaires généraux et des SACEUR ont participé à des conférences Bilderberg. Vous trouverez la liste des noms dans le générique de fin. Sixièmement, l'OTAN comme instrument, non pas pour assurer la paix, mais plutôt pour faire avancer les objectifs globaux du CFR jusqu'à un gouvernement mondial centralisé. Le fait que le CFR et son réseau mondial concentrent un pouvoir sans précédent ne permet qu'une seule conclusion. L'OTAN doit être considérée comme l'un de ses instruments pour faire progresser les objectifs globaux du CFR jusqu'à un gouvernement mondial centralisé. La prétendue garantie de la paix ne sert ici qu'à légitimer leur existence et leurs opérations au service du CFR. L'un des objectifs géopolitiques des stratèges du CFR devrait certainement être d'assurer, voire de renforcer, la suprématie militaire de l'armée américaine et de l'OTAN dans le monde. Selon une mise à jour de juin 2023, on estime que les forces armées américaines possèdent 750 bases militaires dans plus de 80 pays en dehors des États-Unis. La stratégie de l'attention comme instrument géopolitique des architectes d'un gouvernement mondial pour étendre leur pouvoir politique et militaire mondial. Mais tout géostratège qui souhaite continuer à étendre sa puissance politique et militaire mondiale ne mise pas en premier lieu sur les guerres conventionnelles dites chaudes, mais sur le fait de maintenir la population dans la peur et la crainte. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la tension. Dans Crimpédia, on trouve la définition suivante. La stratégie de la tension, en tant que concept politique, désigne les mesures promues ou exécutées par les organes de l'État pour attiser la peur ou l'insécurité de sa propre population ou de son propre État. En outre, une stratégie de tension peut servir à justifier des actions et des interventions répressives de l'État en renforçant le désir de la population d'une intervention de l'État. Selon l'historien Daniel Ganser, la terreur se prête plus que toute autre stratégie militaire à la manipulation de la population. Selon Ganser, les méthodes de création et de manipulation de la peur visent à rendre la population indigène réceptive ou hostile à certaines mesures politiques ou économiques. Mais les méthodes utilisées pour terroriser une population ne concernent pas seulement la terreur par la force des armes, mais toute rhétorique guerrière.
Par exemple, ce qu'on appelle la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique de 1945 à 1991 a donné lieu à une véritable course aux armements, y compris nucléaires. Une guerre ouverte directe avec utilisation d'armes a certes été évitée, mais la menace réciproque d'une guerre nucléaire sous le terme de dissuasion a évoqué pour la première fois la possibilité d'une autodestruction de l'humanité. Le conflit a pris à plusieurs reprises un caractère extrêmement menaçant, de sorte que la possibilité d'une guerre chaude entre les superpuissances était toujours présente à l'esprit. La population a ainsi été maintenue en permanence sous tension et incertitude. Cela a fait le jeu des gouvernements et de l'industrie de l'armement pour priver les gens de leurs droits civils et de leur liberté ou pour en tirer profit d'une autre manière. On retrouve le même schéma dans la rhétorique actuelle autour du conflit Ukraine-Russie. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, ce fut le tour de l'OTAN. Avec l'élargissement de l'OTAN vers l'Est à partir de 1999, les stratégies géopolitiques ont réussi à maintenir le potentiel de conflit avec la Russie et à maintenir leur propre population sous tension. Un point culminant absolu de la politique de confrontation ou de tension avec la Russie serait l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN déclencherait la clause d'assistance mutuelle et tous les pays de l'OTAN se retrouveraient en guerre contre la Russie. On peut supposer que cela entraînerait une extension de la guerre à toute l'Europe, si ce n'est au monde entier. Dans une interview accordée à la radio allemande Deutschlandfunk en mars 2024, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a réalisé qu'il ne pouvait pas dire exactement quand l'Ukraine serait admise au sein de l'Alliance. Mais nous travaillons dur pour que cela se passe le plus rapidement possible. Une telle stratégie consistant à faire une guerre sur le dos de la population européenne est tout à fait à la portée des stratèges du CFR. Le stratège du CFR, Allen Dulles, a finalement montré l'exemple en tant que directeur de la CIA de 1953 à 1961 en fournissant simultanément des armes aux parties rivales du conflit. Un article du 22 avril 2024 dans le journal Foreign Affairs, publié trimestriellement à la demande du CFR, montre qu'il ne s'agit pas seulement d'une thèse tirée de loin. Le titre de l'article dit déjà tout. L'Europe, mais pas l'OTAN, devrait envoyer des troupes en Ukraine. Le journaliste d'investigation allemand, Thomas Roper, a commenté l'article, entre autres, citation, « Si vous lisez attentivement, vous constaterez que la déclaration de Poutine selon laquelle les États-Unis se battent en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien est malheureusement absolument exacte. Plus encore, l'article montre que les auteurs aimeraient aussi se battre jusqu'au dernier Européen. Une stratégie digne d'un manuel scolaire, comme l'illustre le film pédagogique « Comment fonctionnent les guerres modernes ?» L'attaquant incite les pays qu'il a choisis à sortir contre son plus grand rival avec leurs propres armes et armées. Ce n'est que lorsque tous les pays ont tiré leurs dernières munitions, perdu leurs meilleurs éléments et sont ruinés, que le véritable ennemi de l'homme, le véritable agresseur et belligérant, intervient pour désormais les vaincre tous ensemble, ou pour se faire célébrer comme le sauveur. On pense aussi à la célèbre déclaration du Lord britannique Hastings Ismay, alors qu'il était le premier secrétaire général de l'OTAN. L'OTAN a été fondée « to keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down ». En français, pour maintenir l'Union soviétique dehors, les Américains dedans et les Allemands à terre. Cette déclaration ne peut-elle vraiment être comprise que dans le contexte de la création de l'OTAN, comme le font les médias à sensation, ou est-elle encore valable aujourd'hui? Septièmement, conclusion. L'OTAN ne peut pas être considérée comme le garant de la sauvegarde de la paix, surtout pas en Europe, mais comme le garant des bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial, et ce, à deux égards. Premièrement, l'OTAN comme fauteur de guerre. Premièrement, l'OTAN alimente tout le bellicisme, que ce soit par la propagande, les menaces comme l'élargissement de l'OTAN à l'Est ou le réarmement réel, etc. En Europe, la possibilité d'une guerre est plus présente que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. La rhétorique belliciste a atteint un nouveau sommet le 31 mai 2024. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se sont réunis à Prague.
La préparation du sommet de Washington de juillet 2024 et le soutien de l'OTAN à l'Ukraine étaient à l'ordre du jour. La une des tabloïds était la suivante. Les États-Unis et l'Allemagne autorisent l'utilisation de leurs armes contre des positions en Russie, mais uniquement près de Kharkov. Alors que le 3 juin déjà, le gouvernement ukrainien avait insisté pour que le champ d'application des armes occidentales soit étendu au territoire russe. Cela devait être qu'une question de temps. Le droit à la défense découle du droit international, dit l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a appelé les Alliés à continuer de fournir des armes et des munitions à l'Ukraine. La réponse de la Russie a été immédiate. La Russie considère l'action de l'OTAN comme une grave escalade et menace de répondre massivement. Deuxièmement, l'OTAN comme diversion. Deuxièmement, l'OTAN, avec tout le bellicisme jusqu'à l'hystérie guerrière, sert de diversion bienvenue pour faire avancer les véritables objectifs des stratèges du CFR, à savoir la mise en place des piliers d'un gouvernement mondial centralisé. La supériorité militaire n'en est qu'une parmi d'autres. Le contrôle et le pouvoir sur la santé et sur les finances font partie des principaux piliers de l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Actuellement, l'introduction de monnaie numérique de banque centrale est en préparation dans le monde entier, y compris en Russie et en Chine. Selon l'expert financier allemand Ernst Wolf, chaque citoyen et chaque entreprise ne devrait plus disposer que d'un seul compte ouvert auprès de la banque centrale. Cela permettrait à l'État de fixer la masse monétaire de manière centralisée, de diriger et de contrôler les flux monétaires et de fixer les taux d'intérêt en fonction des besoins. Ce ne sont là que deux exemples de la manière dont le pouvoir et le contrôle doivent être centralisés à l'échelle mondiale et confiés à un gouvernement mondial. L'OTAN sert ici premièrement à assurer la suprématie militaire et deuxièmement à détourner l'attention de toutes sortes d'efforts de domination mondiale qui tournent à plein régime. La TV a révélé ces efforts dans de nombreuses émissions. Vous en trouverez une partie dans le cadre bleu. Chers téléspectateurs, vous vous sentez peut-être assommés par tous ces faits et ne voyez pas d'issue. La TV reçoit souvent des réactions de la part du public qui nous reproche de ne présenter que des problèmes et non des solutions. Nous ne pouvons toutefois pas nous excuser ici de ne pas avoir enraciné nos solutions dans le domaine visible. Face à toutes ces menaces massives, nous puisons depuis des décennies notre force et notre espoir dans une dimension supérieure dont Ivo Sasek ne cesse de témoigner. Pour tous ceux qui ne veulent pas perdre espoir, nous souhaitons attirer leur attention sur notre riche offre de conférences lumineuses sur www.ivo-sasek.ch/Veranstaltungen et www.sasek.tv. Pour finir, regardez 3 courts extraits du discours du fondateur de CLA TV, Ivo Sasek, prononcé le 4 mai 2024 lors de la Journée internationale des amis. Sasek parle de l'arme de diversion face à la guerre mondiale, en réalité dissimulée, et d'une manière salutaire d'en sortir. Mes chers amis, il est urgent d'apprendre à comprendre que les temps ont changé. Les guerres menées actuellement de manière analogue, c'est-à-dire les guerres physiques avec leurs chars, leurs hélicoptères, leurs missiles de croisière et autres, ont aujourd'hui une toute autre fonction. Vous savez lesquelles? Ces guerres conventionnelles qui sont menées actuellement servent principalement d'armes de distraction de la guerre mondiale en fait cachée. Vous comprenez? Les guerres elles-mêmes, réfléchissez bien à cette phrase que je prononce, les guerres elles-mêmes qui sont menées en ce moment sont des manœuvres de diversion pour couvrir la guerre en cours qui est bien plus grande. S'ils parviennent à inoculer le monde entier avec cette thérapie génique, peux-tu comprendre comment cela fonctionne? En revanche, la guerre hybride actuelle implique effectivement le dernier et le plus reculé des hommes de cette planète. Aussi vrai que l'oncle Bill l'a prédit. Nous ne serons en sécurité que lorsque chaque personne sous ce ciel sera pleinement vaccinée. Vous le savez, oncle Bill, Bill Gates. Donc, l'agresseur caché, il compte là-dessus, il l'a écrit, il y a 120 ans déjà. Je l'ai mis par écrit. L'agresseur caché compte sur le fait que nous ne le reconnaîtrons véritablement
que lorsqu'il sera trop tard, car toute opposition pourra alors être mise en échec d'une simple pression sur un bouton grâce à la technologie de surveillance totale numérique et sans argent liquide. Maintenant, en ces jours qui sont les nôtres, en ce jour de déverrouillage, comme je l'appelle aujourd'hui, Dieu sort en quelque sorte sa flèche la plus dure, la plus acérée, son arme la plus puissante. De quelle arme s'agit-il? Parlons-nous d'armes physiques? Non, non, non. Justement pas. Regardez, des millénaires nous ont enseigné que les armes physiques ne peuvent conduire qu'à des guerres toujours plus graves et à des créations d'armes toujours plus meurtrières. Nous l'avons bien appris. Et les véritables armes de Dieu, les seules qui soient réellement salvatrices, ce sont les armes de l'esprit, l'arme de la parole, la plus forte qui existe sous le ciel. La vérité proclamée, par exemple, mais pas comme une parole humaine faible ou même légalement mortelle, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais la vérité proclamée en vertu des faits de force et d'attestation puissante du pouvoir antique. Vous voyez la différence? Cela signifie que nous ne pouvons utiliser plus qu'une seule arme dans ce combat final annoncé. Man rollt den roten Teppich aus, lässt die Hymne schallend raus. Stolz die Fahne zum Himmel ragt. Frieden, Frieden wird so oft gesagt. Über 50 Tote zur gleichen Zeit. Tausende Verletzte beklagen ihr Leid. Schwarzer Rauch zum Himmel steigt. Aus voller Kehle man nach Frieden schreit. Wie eine goldene Sonne am Firmament wünschen wir uns Frieden so als Ziel am Ende. Friede ist kein Fernziel, Friede ist der Weg. Friede ein Gefährt, auf dem man sich bewegt. Friede, Friede, Friede beginnt in mir. Friede, 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 das ist Gott in mir. Der tief in meinem Herzen regiert, weit über Logik und Verstand existiert, sich als gemeinschaftlicher Friede in uns manifestiert. Auf 5 Kontinenten wüten Kriege, Menschen täglich im Sterben liegen. Nicht genug zettelt man Neues an, Nordkorea, Russland oder der Iran. Der Hals stürzt sich zu, der Puls steigt. Wie viel Elend doch, bis sich Frieden zeigt. Die Faust ballt sich fest, wie ein Stein. Wenn Friede in dir ist, wird auch Frieden sein. Wie eine goldene Sonne am Firmament wünschen wir uns Frieden so als Ziel am Ende. Friede ist kein Fernziel, Friede ist der Weg. Friede ein Gefährt, auf dem man sich bewegt. Oh, Friede, Friede, Friede beginnt in mir. Friede, 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 das ist Gott in mir. Der tief in meinem Herzen regiert, weit über Logik und Verstand existiert, sich als gemeinschaftlicher Friede in uns manifestiert. Friede, Friede, Friede beginnt auch in dir. Friede, 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 das ist Gott in dir. Dieser Friede, Einsheit mit allen schafft, auch wenn's verrückt ist, hey, es gibt solche Kraft. Friede, Friede, Friede beginnt in mir. Oh, der Friede, Friede, Friede beginnt in mir. Friede, 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 das ist Gott in mir. Der tief in meinem Herzen regiert, weit über Logik und Verstand existiert, sich als gemeinschaftlicher Friede in uns manifestiert. Dieser Friede beginnt in mir. Friede,
in mir.